Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Pro Revenge. La première histoire est postée par Johnny Provolone. Cette histoire est largement connue dans ma famille et est constamment évoquée, et on en rigole dans mon groupe d'amis, même des années plus tard. Un de mes amis m'a suggéré que c'était l'endroit idéal pour la rendre publique, alors lançons-nous dans ce bordel sans nom. Le contexte. J'étais en dernière année de lycée à l'époque, et je n'avais jamais été l'élève le plus brillant. J'étais un bon élève, j'avais la moyenne, je n'avais jamais reçu de retenue ni eu de mauvaises remarques dans mon dossier scolaire. C'est important parce qu'à ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi l'enseignante m'a traité de cette façon. L'enseignante, que nous appellerons Madame Franck, enseignait là depuis plus de 10 ans et était connue pour être une garce sans cœur que les administrateurs considéraient comme l'enfant chéri. Madame Franck enseignait l'algèbre, qui est ma pire matière, alors naturellement, j'avais des problèmes pour comprendre les leçons et je posais souvent des questions. Pour certains, il est facile de répondre à ces questions, mais pour moi, c'était du niveau de ce qu'il fallait savoir pour faire une fusée. Habituellement, lorsque quelqu'un pose une question stupide, personne ne devrait y répondre. Mais dans le cas de Madame Franck, elle me rabaissait devant tout le monde en disant des choses comme Et revoilà le garçon lent. Wow, surprise, surprise, tu n'as encore pas compris. Vraiment, nous devons aller très lentement pour toi aujourd'hui, n'est-ce pas etc., etc. J'ai déjà essayé de parler à l'administration, mais là encore, elle était considérée comme l'enfant chéri. Ils envoyaient quelqu'un pour l'examiner pendant le cours. Elle se comportait de manière respectueuse et normale pendant un jour, et redevenait une garce le lendemain. Cela a duré environ la moitié de l'année, jusqu'à ce que j'en ai eu assez. Je suis allé au Radio Shack local, j'ai acheté un enregistreur, et j'ai secrètement enregistré toutes les insultes qu'elle me lançait. J'étais parfois instigateur pour rattraper le temps perdu. Vas-y, alimente le feu. Avance rapide jusqu'à la fin de l'année, et je suis assis dans la classe de Madame Franck lorsque je pose une question. Sa réponse, et je la cite car elle est gravée dans ma mémoire, était J'enseigne ici depuis plus de 10 ans, et c'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue sortir de la bouche de quelqu'un. Elle a continué la leçon sans répondre. Je me suis calmement levé, j'ai rangé mes affaires, et je me suis dirigé vers le bureau des infirmières pour me renvoyer chez moi. Nous étions autorisés à nous renvoyer nous-mêmes si nous avions 18 ans. Je suis rentré chez moi, j'ai compilé toutes les cassettes brutales en un glorieux chef-d'œuvre, et je suis retourné le lendemain pour les montrer aux administrateurs. Je me suis assis avec le directeur, et nous avons écouté quelques-unes des insultes avant qu'il ne m'arrête. Il voulait que d'autres témoins soient présents, ainsi que Madame Franck. Il m'a dit que nous nous rencontrerions le lendemain et que je pourrais lui montrer, ainsi qu'au reste des administrateurs, la bande complète. Je suis entré dans l'école le lendemain matin, étant plus nerveux que j'ai jamais été pour quoi que ce soit. On m'a appelé dans le bureau où j'ai rencontré quelques administrateurs, l'agent de la police de l'école, le directeur adjoint et Madame Franck. Ce qui a suivi a été quelques-unes des plus belles minutes de ma vie. J'ai vu les administrateurs passer du stade où ils en avaient assez de participer à une autre réunion inutile à celui où ils étaient furieux et sans voix, certains d'entre eux restant bouche bée pendant toute la durée de l'enregistrement. J'ai également vu Madame Franck passer de confiante et coincée à la réalisation qu'elle avait fait une erreur irréparable. Elle se grillait publiquement devant les personnes les plus importantes du district. La cassette s'est terminée, et sans hésiter, les administrateurs se sont regardés avec étonnement, et le directeur s'est tourné vers moi et a dit Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci. J'ai été discrètement renvoyé de la salle. La dernière fois que j'ai vu Madame Franck, c'était en quittant la salle. Je me suis retourné, et nous avons établi un contact visuel à travers ses yeux remplis de larmes, et j'ai fait le plus grand sourire diabolique. Je suis retourné en classe la semaine suivante, et Madame Franck était introuvable. L'histoire s'est rapidement répandue dans toute l'école, et j'ai été considéré comme un saint. J'avais réussi à la faire virer, et à rendre presque impossible le retour de Madame Frank dans sa carrière d'enseignante, ainsi qu'à couper la plupart des liens qu'elle avait avec les autres enseignants de l'école. Je l'avais ruinée financièrement, parce qu'aucun district scolaire de la région ne voulait embaucher cette ordure ambulante. Si tu lis ceci, Madame Frank, j'aimerais profiter de ce moment pour te dire d'aller te faire foutre. La deuxième histoire est postée par Saïs Cassius. Pour bien comprendre l'histoire, une HOA est une association de propriétaires de maisons pour un quartier. Il y a quelques mois, comme vous vous en souvenez peut-être tous, la Floride a été frappée par deux ouragans. Mes parents vivent là-bas, et même si aucun des dommages subis n'était horrible ou n'a détruit leur maison, l'assurance habitation est entrée en jeu et ils ont eu des dégâts des eaux dans le toit. Ils avaient également besoin d'un nouveau toit à cause de tous les bardeaux qui s'étaient détachés et des débris qui l'avaient percé. Mes parents ont examiné les options de toiture et ont déterminé qu'un toit métallique serait une excellente option pour réduire les dommages, la maintenance de leur maison. De plus, il s'agirait d'une option plus économe en énergie, avec une collecte solaire passive et moins de pertes thermiques en été-hiver. C'est plus cher, mais mon père était essentiellement le subreddit Personal Finance incarné pendant que je grandissais. Il a la soixantaine et a finalement conclu qu'il a de la fuck you money, de l'argent pour t'emmerder, tant que cette communauté est concernée. Donc le toit était un bon investissement. Ce toit semblait être une solution gagnant-gagnant-gagnant.
Ils ont passé en revue la HOA et ont vu que, depuis 1989, les toits en métal sont interdits dans le quartier, sous peine d'amende et de retrait obligatoire. En examinant le règlement plus en détail, ils ont constaté qu'il faisait clairement référence à des toits en tôle plus anciens et plus minables, et non à un véritable toit en métal comme celui proposé sur le marché actuel, qui est très beau et présente tous ses autres avantages. Mes parents voulaient cependant respecter les règles et ont appelé la HOA pour expliquer la situation. La HOA a été sympathique et a dit qu'elle allait se pencher sur ce problème et que mes parents n'étaient pas les seuls à avoir demandé l'autorisation d'avoir un toit en métal. De toute façon, mes parents ne pouvaient pas faire venir un couvreur avant quelques mois. Trop de demandes depuis que les toits de tout le monde avaient été détruits. Alors ils ont attendu quelques semaines et n'ont rien obtenu de nouveau de la part de la HOA. Ils ont réessayé quelques semaines plus tard. Toujours rien. Après 2 mois de cela, ils ont dit merde et ont commencé la construction du toit en métal. L'opinion populaire était de leur côté, et le toit a été recouvert d'une bâche qui ne durerait pas éternellement. Le nouveau toit a été installé en quelques jours, puis nous avons découvert la connerie de la HOA. Le quartier a un joli panneau en briques à l'entrée qui dit Bienvenue à, nom du quartier. C'est très classe, très joli et très endommagé par un ouragan. La HOA était à court d'argent à cause d'autres réparations, devoirs, et un connard a eu la brillante idée d'imposer autant d'amendes que possible au quartier pour payer ses réparations, en commençant par mes parents. Ils ont donné une lettre à mes parents, leur disant qu'ils étaient en violation des règles de la HOA et ont exigé une amende de 25 000 dollars et qu'ils enlèvent le toit. Ce qui est, bien sûr, absurde. Ma pauvre mère est très attachée au respect des règles, et elle était folle d'inquiétude. Papa est un ancien de la marine et un négociateur de contrats. Il a essentiellement vérifié ses articulations de 60 ans et a dit Oh, vous petite merde, vous voulez jouer, hein? Ils se sont donc mis à faire des recherches et à passer des appels. Ma pauvre maman n'arrêtait pas de se réveiller à 1 heure du matin, incapable de dormir, et je me sentais mal pour elle pendant qu'elle traversait cette épreuve. Mais ensuite, ils ont fait une percée. Quelques semaines après avoir été assignés à comparaître, il y a eu une réunion de la HOA pour les brûler sur le bûcher, où mes parents ont pu se défendre pendant une durée absurdement courte, et où la HOA a pu les attaquer pour avoir osé défier leur colère. Alors ma mère, parce qu'elle est plus sociable et a meilleur caractère que papa, prend la parole et fait savoir à la HOA qu'elle ne peut pas faire ça. La HOA sourit et dit qu'ils peuvent certainement le faire. Ils ont une loi de 40 ans qui dit qu'ils peuvent le faire. Maman répond C'est vrai, mais j'ai la loi de l'État de mon côté qui supplante ta loi. Il s'avère qu'il y a une loi en Floride qui stipule qu'une HOA, ou vraiment n'importe quel règlement, ne peut pas être utilisée pour empêcher une amélioration écologique d'avoir lieu sur la propriété privée de quelqu'un. Et devinez quoi Le solaire passif du toit métallique compte comme une amélioration écologique. Il s'avère que les entrepreneurs en toiture ont déjà eu affaire à des choses similaires. Lorsque papa leur a mentionné ce qui se passait, l'agent contractuel a sorti quelques lettres d'accréditation et quelques affaires passées où le tribunal avait déterminé que leur produit était écologique et avait obligé la HOA à payer tous les frais juridiques. Ma mère a produit tout cela pour la HOA de merde, qui a dû admettre que c'était en fait une preuve irréfutable. À court d'argent comme il l'était, il ne pouvait pas se permettre de payer un avocat. Le président de la HOA grogne. C'est tout. Maman dit d'une voix douce. Non, je vois dans le règlement intérieur que nous pouvons voter pour destituer les membres du conseil d'administration à n'importe quelle réunion de la HOA, et pour élire leurs remplaçants. Je propose de vous destituer, tous. Je nomme mon mari et, elle égrène une liste de noms, la HOA est stupéfaite. Pendant que papa examinait les aspects juridiques, maman examinait le nouveau quartier. L'opinion populaire était de leur côté, et l'audience était publique pour le quartier. Maman a convaincu une majorité de propriétaires d'assister à l'audience et de révoquer le conseil pour sa politique merdique. Avec cela, mes parents font maintenant partie du tout nouveau conseil, et papa met ses compétences en négociation de contrats, son propre savoir-faire artisanal, au service de la réparation de l'entrée principale. Et les toits en métal sont maintenant autorisés par la nouvelle HOA. La troisième histoire est postée par Plywood. Je travaille comme conducteur de train. Je conduis des petits trains principalement à la campagne, et les gens sont généralement gentils et bien élevés. Mais bien sûr, il y a aussi les alcooliques, les drogués et les gens bizarres qui utilisent les transports en commun, et certaines personnes qui vivent juste pour être des plaies. C'était il y a quelques années. Nous voyageons en fin d'après-midi, et ma conductrice, disons C, entre en trombe dans la cabine du conducteur, en colère et agacée, et me dit Nous avons 2 bons à rien grossiers à bord, et ce sont de vrais trous du cul. Qu'ont-ils fait Ils n'ont pas de billets, refusent de payer, me rient au nez et me disent Qu'est-ce que tu vas faire Merde, est-ce que je dois t'aider pour les jeter au prochain arrêt On ne peut pas, parce qu'ils ne font qu'un voyage d'une station, donc ils descendent au prochain arrêt. Maudit con suffisant avec leur Qu'est-ce que tu vas faire Alors nous sommes tous les deux en colère. Je laisse la conductrice fulminer et se défouler. L'arrêt suivant arrive et les gars descendent. La conductrice leur fait un geste furieux. C'est eux les enculés Nous continuons le court trajet restant et faisons une pause à la gare d'arrivée. Quelques heures plus tard, le train repart. Comme c'est à la campagne et que c'est une soirée de fin de semaine, le train est presque vide sur le chemin du retour.
La conductrice sait où descendent tous les passagers à bord, et elle est à l'avant avec moi. Elle discute, et tout va bien à nouveau. Jusqu'à ce que nous approchions de la station où nous avons laissé descendre ces gars. Nous voyons deux personnes qui se tiennent là. C'est eux. Ma conductrice à côté de moi brille comme un putain de soleil. Elle dit avec le plus grand sourire sur son visage, ne t'arrête pas. Et je rigole, ralentissant le train, sans toutefois m'arrêter. Lorsque nous les dépassons, ma conductrice ouvre la fenêtre, salue, et dit haut et fort, voilà ce que je vais faire! Les gars la regardent fixement, bouche bée, lorsque nous passons devant eux. Nous rions, tout le chemin jusqu'à notre gare d'origine. Nous étions le dernier train de la journée. Poppy a posté un edit. Nous avons rencontré ces types quelques semaines plus tard, et apparemment, ils n'ont pas appris la première fois. Ils sont apparemment montés à la même station que la dernière fois, mais nous ne les avons pas remarqués. Ils avaient prévu de voyager plus loin que la dernière fois. Mais lorsque la conductrice est sortie pour vérifier les billets, ça s'est passé comme ça. La conductrice les repère, les reconnaît, dit à voix haute parmi les autres voyageurs, oh, vous êtes en mesure de payer vos billets aujourd'hui? Ils s'agitent et disent, non, nous n'avons pas d'argent. Eh bien, quelle honte! Je suppose que vous devrez descendre au prochain arrêt. Putain, vous ne pouvez pas être gentil et nous laisser tranquilles. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette station de merde? Les gars, j'en ai rien à foutre. Vous allez descendre de ce train et vous pourrez marcher jusqu'à la prochaine station. Et j'appelle le train derrière nous pour qu'il ne vous prenne pas non plus. Ils sont descendus. L'autre train nous a appelés plus tard parce qu'ils ont vu les gars marcher sur un chemin forestier le long de la voie ferrée. Je n'ai pas revu ces gars depuis. Ça, c'est bien la seule chose qu'on peut gagner à faire chier des conducteurs. Franchement, ils l'ont mérité. La dernière histoire est postée par Inertia Script. On m'a promis, ainsi qu'à environ 200 autres personnes, des primes qu'on avait méritées. L'entreprise était une société de services financiers réputée pour ses bons salaires, mais une année, elle a décidé de ne pas verser de primes. C'est comme ça que j'ai géré la situation. Je travaillais pour une société financière, 1800 employés, avec une force de vente de 200 personnes. J'étais l'un des vendeurs. Nous avons eu notre réunion annuelle en avril. C'était une grande fête. La plupart des employés y ont assisté, et le PDG a fait un grand discours sur le fait que l'année précédente était la meilleure de l'histoire de l'entreprise, bla bla bla. Le mois suivant, en mai, nous avons chacun soumis des mémos, justifiant en gros pourquoi nous étions qualifiés pour, ou devrions être qualifiés pour, des primes à la fin du mois de juin. J'ai rédigé le mien et expliqué la croissance des ventes sur mon territoire au cours des 12 mois précédents, et le pourcentage de mes ventes par rapport aux ventes totales de l'année dernière. Après la meilleure année de l'entreprise, cela aurait dû être un succès, non? Nous étions tous excités à l'idée de savoir combien nous allions recevoir en juin. Le mois de juin arrive et ma prime est de zéro. Zéro. Mais ce n'est pas seulement moi, c'est le cas dans tous les tâches des ventes. Moins de 20% de la force de vente a reçu des primes. Et bon sang, tout le monde était énervé. Tous les superviseurs avaient affaire à des subordonnés en colère, le directeur des ventes aussi, et même le vice-président et le directeur au-dessus de lui. Tout le monde était furieux et insubordonné, les courriels accusateurs en colère volaient, et l'entreprise faisait face à une mutinerie. La situation a empiré lorsqu'il est apparu que les superviseurs se sont vus offrir des primes qu'ils pouvaient déterminer eux-mêmes. La plupart d'entre eux les ont prises, mais quelques-uns, sachant que leurs subordonnés ne recevaient rien, ont refusé. Mon superviseur a pris la sienne. Quand ça s'est su, il a essayé d'expliquer à son équipe de vente à quel point il estimait que c'était justifié et à quel point il avait travaillé dur. Il s'est retrouvé avec des gens qui lui ont crié qu'ils pensaient la même chose, mais qu'ils n'avaient rien reçu. Pendant une semaine environ, les choses se sont arrêtées à l'étage. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas venus, et ceux qui sont venus étaient en colère. Je suis arrivé, et j'ai commencé à lire les annonces de monster.com à mon bureau. J'ai aussi arrêté de vendre quoi que ce soit, ou de répondre à mon téléphone. Lorsque mon patron m'a confronté, je lui ai dit que, dès que je recevrais la prime que mes ventes justifiaient, je recommencerais à travailler. En attendant, j'arriverai tard, je lirai et répondrai aux petites annonces, et je partirai tôt. Il pouvait s'attendre à ce que je continue ainsi, jusqu'à ce que je trouve un autre emploi, ou que je sois licencié. Le lendemain, on m'a envoyé dans le bureau de la directrice régionale des ventes. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de mon arrêt de travail, et m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit que si elle en avait entendu parler par mon superviseur, alors elle savait déjà pourquoi je ne travaillais pas, et que je n'avais pas besoin de l'expliquer à nouveau. Elle a essayé de se lier d'amitié avec moi, d'être amicale, puis d'être sévère, puis de se mettre en colère. J'ai gardé mon calme et je lui ai dit que plus l'entreprise tardait à verser ma prime, plus elle allait manquer de ventes sur mon territoire. Je lui ai ensuite donné le montant moyen de mes ventes quotidiennes de l'année précédente. J'ai quantifié la perte totale pour une semaine où je ne vendais pas, et j'ai calculé combien il serait moins cher de me payer l'argent qui m'était dû et de me remettre à vendre. Puis je l'ai remercié pour son aide et lui ai dit que je quitterais le travail dès que j'aurais quitté son bureau. Et c'est ce que j'ai fait.
Le lendemain, je suis arrivé. J'ai consulté mes emails, dont certains étaient des emails d'adieu de collègues qui avaient démissionné à cause de leurs primes volées. Et je me suis assis à mon bureau pour consulter monster.com jusqu'à ce qu'on me dise d'aller au bureau du directeur national des ventes. C'est le gardien du troupeau. Il est responsable des 200 d'entre nous. Il m'a dit qu'il comprenait que je sois contrarié et qu'il voulait comprendre pourquoi. Je lui ai demandé si le fait de retirer les primes à 80% de sa force de vente était son idée ou celle de quelqu'un d'autre. Il n'a pas répondu. Il m'a dit que je recevrais un chèque lundi et que si je pouvais aller travailler maintenant, s'il te plaît. Je lui ai dit que j'allais retourner à mon bureau, mais que le travail ne commencerait pas tant que je n'aurais pas le chèque en main. Quand j'y suis retourné et que j'ai vérifié mes emails, ouais, encore des défections. Le lendemain, un email a été envoyé à l'ensemble de la force de vente. La direction avait jeté un coup d'œil aux chiffres, réévalué les finances et décidé que les bonus de juin seraient émis sous peu. L'email s'excusait également pour le retard et nous rappelait qu'en tant que vendeur, nous étions le cœur de l'entreprise et que notre travail était apprécié. J'ai également reçu un autre email, cette fois du directeur national des ventes, qui m'a dit que, même si les primes étaient prévues pour lundi, il apporterait mon chèque à mon bureau le jour suivant. Le lendemain, je suis allé au travail, je me suis assis, et peu après, le directeur national des ventes est arrivé et m'a remis mon chèque de prime. Je l'ai remercié et lui ai remis ma démission qui prenait effet immédiatement. Dans ma lettre de démission, j'ai demandé qu'un chèque pour mes vacances non utilisées soit fait et remis avant que je ne quitte le bâtiment. Quand il a fini de la lire, je lui dis que je nettoierais mon bureau en attendant le chèque des dites vacances. Pendant que je faisais cela, un de mes collègues a également démissionné avec effet immédiat. Nous sommes partis en même temps et avons fini par nous saouler au bar d'en face. J'ai appris plus tard par des collègues qui sont restés que même si l'entreprise avait distribué les primes, elle avait perdu environ 20% de la force de vente dans les 2 mois suivants. Et 20% de 200 ouvriers, ça fait 40 employés en plus sur les 2 mois suivants. Ouch. Ah, cupidité adorée des entreprises. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.